côté, j'ai le plaisir, d'avoir, Bertrand, d'Intesia, chers collègues. Est-ce que vous pourriez vous présenter? On va se tutoyer, hein. Oui, ouais, oui, non, mais Ouais, moi, je suis en charge de la partie, marketing et communication et strat du groupe Intesia. Le groupe Intesia, c'est quoi? C'est un éditeur de solutions, destiné à faire du business, pour aider nos clients à faire du business essentiellement dans le B2B, sur des verticales qui peuvent être, l'immobilier, la construction, le service à l'entreprise, voilà, tout ce qui relève, on va dire, de business complexe. On aime la complexité. En tout cas, on aime aider nos clients à dresser, leur propre, business avec, des solutions qui, pour la plupart, sont, orientées data. On a beaucoup de données propres, on va dire à différentes, thématiques, différents business et voilà, donc l'objectif d'Intesia, c'est vraiment de déployer des solutions au service, des forces commerciales et marketing. Voilà, on y reviendra, mais voilà, donc on bah, a effectivement dans notre, groupe je sais pas si tu Petit vois mon petit, pull. petit flash pub, un certain nombre de marques, dont Corporama, dont, Antoine est le digne représentant. Voilà et puis d'autre part, j'ai aussi, mené moi cette étude que tu évoquais Antoine, sur laquelle on va vous donner quelques aperçus, quelques bonnes feuilles. L'idée c'est pas de vous redérouler toute l'étude parce qu'elle a déjà été présentée, mais elle sera aussi disponible, hein, par ailleurs, vous allez pouvoir, obtenir par le lien, l'intégralité de l'étude. Cette étude, on l'a menée cet été auprès de 500, professionnels du marketing et des ventes avec notre partenaire, Opinionway. Alors je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, hein, mais selon on va dire les bonnes règles, de l'enquête quantitative, par internet auprès de 500, professionnels avec des critères de représentativité en termes de taille d'entreprise et de secteur et en dissociant aussi la notion, on va dire, market commerce pur et aussi sur des niveaux managériaux entre direction, manager et collaborateur. Voilà, pour avoir comme ça aussi quelques différences significatives qu'on a pu identifier au cours de l'enquête. Voilà, donc vous allez voir, on va vous en présenter quelques petits morceaux choisis, mais l'idée c'est que vous puissiez aussi la consulter in extenso à partir du lien qui vous a été communiqué. Très bien, bah, merci Bertrand. Alors moi, pour le coup, c'est, Antoine, Lehir et du coup, je suis lead growth, en fait, responsable de 2 solutions à l'intérieur du groupe d'Intesia, donc notamment Corporama et Société Info, pour ceux qui connaissent et aujourd'hui, bah, forcément, qui dit marketing, dit, forcément IA et donc justement, j'ai hâte de vous présenter ce que cette étude, nous a amené et pour commencer, présenter un petit peu notre, programme du jour. Alors notre petit agenda. Et là, donc du coup, nous avons alors là, normalement, d'ailleurs, sur le côté en bas à gauche, vous allez avoir, hein, des ressources, hein, qui vont s'afficher, que du coup, Marianne, vous partagera directement. Alors donc, pour vous expliquer rapidement, nous embarquons maintenant pour, 30 minutes, consacrées à l'adoption de l'IA au sein des fonctions sales et marketing et aussi savoir comment est-ce que vous vous situez et peut-être préparer du coup ce budget 2026 en tenant compte de l'arrivée de l'IA. Parce qu'on essaiera de vous apporter, quelques clés et pour ce faire, nous aborderons du coup 3 points, commençant par le baromètre de l'adoption de l'IA, les enjeux organisationnels, préparer le futur et ensuite on répondra à vos questions, volontiers. Eh bien, voilà, on est parti. Peut-être que, avant de vous présenter tout ça, certes l'étude, ça nous apportera des idées et cetera, mais quel est le contexte du jour? Où en est-on, sur cette question de l'IA? Hem Et la première question et celle qui finalement, est au bord de toutes les lèvres, c'est quoi? C'est, quid de notre employabilité? Est-ce que votre emploi est en danger? Eh bien, petite étude du coup, source, des Échos, qui est assez intéressante sur ce sujet. En fait, on a plus de 43 des cadres qui sont inquiets quand on leur pose la question: «Dans l'exercice de votre métier, avez-vous l'impression que l'IA peut concurrencer votre savoir, votre expertise?» On est quasiment tous à être impactés, en tout cas, à voir l'impact qui arrive, et donc du coup, on n'aura pas de réponse absolue sur ce sujet. Juste des pistes pour vous guider, dans la réflexion, en tout cas pour les 12 prochains mois, en incluant votre prochain budget. Et alors, forcément, au niveau des doutes, on a des doutes fondés en regard du contexte parce que aussi notre employabilité, est certes une chose, mais le contexte, il est là. C'est qu'aujourd'hui, contexte complexe pour les marketing et pour les ventes. On voit que, par exemple, la part, des logiciels ayant été implémentés, enfin, qui ont implémenté des fonctions d'IA au cours des 12 derniers mois, elle est énorme. 6 logiciels sur 10 proposent des fonctionnalités IA. C'est-à-dire que maintenant, on a de l'IA embarquée partout. On est forcément obligé d'y faire face.
Mais d'un autre côté, et vous le verrez, hein, au niveau de l'étude de Bertrand, on n'est pas forcément sur un niveau d'adoption qui est énorme. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît, et cetera, mais pas un gros niveau d'adoption, alors que pourtant, on voit bien que ça a un effet positif. Alors là, petite source de la part de nos amis de chez Salesforce. Sur atteindre les objectifs, on voit que les équipes qui en utilisent réussissent en tout cas l'atteinte de leurs objectifs dans 17% de plus, 17 points de plus, ce qui est plutôt énorme. Donc, il y a partout et on voit les effets positifs. Donc, il faut peut-être l'adopter. Alors, et justement, sur cette question de l'adoption de l'IA, Bertrand, eh bien, que nous apprend cette étude? Que nous apprend Elle nous l'étude? apprend que, effectivement, l'adoption est massive, hein, par rapport à ce que, effectivement, tu as pu, introduire et l'étude révèle effectivement qu'on est sur une multi-adoption, en fait. Vous voyez que déjà le gros chiffre à retenir peut-être, c'est 89. Ouais. 89 des personnes qu'on interroge utilisent d'une manière ou d'une autre, que ce soit via des chatbots, on va dire standalone, du ChatGPT, du Mistral ou d'autres, et ou des fonctionnalités avancées IA dans leurs propres solutions. Les solutions, on va dire proposées par des éditeurs, hein, que vous connaissez sûrement, bien sûr les CRM, bien sûr les solutions de ticketing, les solutions de chiffrage, de proposal management, voire également aussi sur la partie market pure, des solutions de génération de contenu, d'images, vidéos, etc. Hein, vous connaissez le stack colossal des éditeurs qui adressent des solutions de ce type-là. Eh ben, on voit en fait que on a finalement dans ces 89 seulement 20 qui n'utilisent que la partie, on va dire, pure prompting, IA générative seule, et 67 qui vont utiliser non seulement ces solutions-là, mais aussi dans leur propre environnement de travail, dans les solutions métiers sur lesquelles effectivement ils opèrent. Voilà, on voit qu'il y a cette adoption massive, et avec pour les 2 tiers d'entre eux, on va dire du multi-équipement, de la multi-utilisation, avec, on va dire, probablement aussi une forme de maturité sur la façon d'utiliser l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Hein, on voit qu'il y a des logiques de spécialisation qui se dessinent avec des niveaux, on va dire, d'expertise de plus en plus poussés. C'est une façon de dire peut-être que, de tous les métiers de l'entreprise, d'une certaine manière, probablement effectivement que le marketing et le commerce sont sûrement les profils les plus appétents et ceux qui probablement effectivement sont les plus en avance de phase sur l'ensemble des autres fonctions de l'entreprise. Ouais, et d'ailleurs, justement, vachement intéressant, mais tu nous avais peut-être préparé, il me semble, un petit sondage, justement, Un pour petit pouvoir voir un sondage peu, effectivement. Alors on va vous reposer la même question, que celle qu'on a posée, à nos chers répondants. À titre perso, hein, cette fois-ci, finalement, comment est-ce que vous pourriez décrire votre attitude vis-à-vis de l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre activité professionnelle? J'insiste sur le activité professionnelle. Est-ce que vous diriez plutôt réticent? Voilà, vous êtes plutôt opposé à l'usage de l'IA, plutôt indéterminé, c'est-à-dire que vous savez pas encore vraiment, vous n'êtes pas vraiment fait d'avis sur l'usage de l'IA dans le cadre de votre activité professionnelle. Plutôt prudent, vous êtes ouvert à utiliser l'IA, mais plutôt, on va dire, dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire intégré ou proposé dans vos outils, justement. Ou alors, est-ce que vous sentez plutôt l'âme d'un pionnier, au sens où vous êtes prêt à prendre l'initiative, chercher, tester, intégrer de nouvelles solutions d'IA dans votre métier, je dirais à l'échelle de votre équipe peut-être aussi. En tout cas, avec cette idée que vous êtes un peu en pointe de la recherche et de l'expérimentation. Voilà, donc vous voyez apparaître à l'écran le petit sondage. Donc je vais vous laisser répondre alors là, déjà, à ça cette commence, enquête. ça s'emballe, on a pas mal de Nous pionniers. verrons si vous êtes totalement à côté de la plaque ou en tout cas, voilà, si on retrouve pardon, les valeurs qu'on a retrouvées dans l'enquête. Et puis là, ouais, au niveau du nombre, est-ce qu'on aura l'échantillon représentatif? Mmh, Petit intermède. Voilà, est-ce que vous êtes ah ouais, réticent, indéterminé, prudent ou pionnier? il y a pas mal de pionniers, quand même quelques prudents. Prudent, c'est bien, hein, parfois. Pionnier 68, prudent 28, réticent 4, indéterminé 0. Ah ouais, pas de ventre mou. Et que disent les chiffres, Bertrand?
Alors, J'attends. cessons le suspense intenable. Voilà, alors voilà ce que dit l'idée, ce que dit l'étude. Effectivement, on retrouve, alors vous êtes plus nombreux ici à vous considérer comme pionniers, mais on retrouve quand même à une légère, on va dire tête d'épingle, supérieure, sur les 4 positions, les pionniers à 39 de l'échantillon, qui nous disent effectivement être, réellement, on va dire, des forces de, voilà, d'expérimentation, de transformation à travers, les différentes initiatives, tests, recherches et cetera qu'ils opèrent. Donc, c'est une façon peut-être là d'appuyer le fait que probablement effectivement les équipes market sales sont des équipes qui souvent prennent le lead, hein, sur le sujet, à l'échelle déjà de leur équipe, mais aussi probablement à l'échelle de l'entreprise. On a encore 9 de réticents, 15 d'indéterminés, pardon. Alors, c'est vrai qu'on a aussi des variables d'âge, je vais passer rapidement là-dessus, mais on a vu quand même aussi apparaître un clivage générationnel. Malheureusement, ouais, c'est vrai que, l'IA, réintroduit, on va dire, une forme de fracture, digitale, numérique, comme on disait, avant, et désormais, effectivement, on la retrouve dans cette problématique de l'adoption de l'IA dans le contexte professionnel. Voilà, puis 37 de prudents parce qu'effectivement, parfois, c'est difficile de se positionner. On avait aussi des problématiques, autour des questions autour de l'expertise. On a aussi identifié quelques super experts, en tout cas qui se considèrent comme tels. La plupart du temps, c'est quand même, voilà, on va dire une relation très positive, qu'on retrouve ici, hein, dans ce graphe avec, effectivement quand même une tendance, on va dire, à la, au leadership finalement autour de cette question-là. En tout cas, de vouloir apporter, cette dynamique-là, à l'entreprise elle-même. Très bien. Alors en plus de ce que j'avais cru comprendre, là, on est plutôt sur les profils, on va dire, l'individu, mais alors sur le contexte de l'entreprise, Ouais. alors de ce que j'avais cru comprendre, là, dans l'étude, tu mets en lumière du coup 2 choses, la clarté des règles et de l'autre côté, la politique de l'entreprise concernant l'IA. Bah, qu'est-ce que Ouais, tu pourrais me clairement, dire on là-dessus? a été au-delà, on va dire, de la seule, compréhension perso, de la relation personnelle à l'IA pour interroger aussi le contexte. Parce qu'on sait très bien que, dans un cadre professionnel, évidemment, la question de l'encadrement, on va dire, des règles d'usage et tout ce qui va avec compte énormément. Et là, vous le voyez, hein, apparaître à l'écran. À la question posée, donc la politique ou les règles encadrant l'utilisation de ces outils d'IA génératifs sont-elles claires au sein de votre entreprise? On a un 80-20. 80 plutôt positifs, hein, où effectivement 50 d'entre eux considèrent que ces règles sont parfaitement claires, la moitié de l'échantillon finalement, 30 globalement claires, et puis encore un 20 assez important, néanmoins autour de, la réponse effectivement en tout cas d'une perception, hein, autour du fait que ces règles sont assez floues ou pas du tout claires pour 5 d'entre eux. Voilà, alors derrière ça, il y a aussi des réalités d'entreprise évidemment. Ce qui est intéressant ici, c'est moi ça m'a frappé, c'est un peu le paradoxe, mais c'est que les grandes entreprises en particulier sont celles dans lesquelles finalement les règles n'étaient pas forcément les plus établies. Alors, Ah est-ce qu'il y a ouais. une forme de latence, au sens où, les grandes entreprises mettent peut-être un peu plus de temps que les autres à comprendre, intégrer, clarifier, encadrer les règles d'usage? En tout cas, ça renvoie à une forme de, je dirais, de flou, hein, un peu un entre-deux dans lesquels aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs, plutôt dans des entreprises de taille, intermédiaire, ETI, grands groupes, se retrouvent peut-être dans des situations un peu inconfortables. C'est un peu moins vrai effectivement dans des entreprises de plus petite taille, où il y a peut-être plus d'agilité et je dirais peut-être plus de pragmatisme aussi, hein, sur, l'usage de ces nouveautés. OK, intéressant et puis alors sur la partie, politique vis-à-vis de l'IA, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce Voilà, que ça font c'est les la 2e question effectivement sur laquelle on voulait revenir, hein, on parlait effectivement des politiques et règles, donc c'est peut-être un petit peu, on va dire, contraignant, mais là on est plus dans, finalement la politique générale de l'entreprise vis-à-vis de l'IA. À la question posée donc, laquelle de ces affirmations décrit le mieux la politique actuelle de votre entreprise concernant l'usage de ces outils d'IA générative? Vous voyez, on a quand même un bon 65 2 tiers qui encouragent et soutiennent. Hein, donc des directions qui encouragent et soutiennent, que ce soit effectivement, on va dire par le verbe, hein, par l'encouragement, mais aussi parfois par la finance. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien sûr des stratégies de budget qui vont être affectées à l'équipement des équipes sur ces sujets-là. Tolérer 29, donc effectivement,
On est dans un entre-deux qui est pas forcément très confortable, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin 6 pour lesquels effectivement, on a même carrément là des entreprises, des directions qui interdisent ou déconseillent, l'usage de ces solutions. Voilà, donc il s'agit bien de perception ici, hein, j'insiste Oui, là-dessus, mais on retrouve aussi des phénomènes d'âge, avec un clivage important aussi de répondants qui nous disent, pour les plus âgés d'entre eux, effectivement, que, eh bien, l'entreprise tolère, voire interdit ou déconseille. Donc, on est vraiment dans, parfois, je pense, dans l'ordre de la perception. Et on retrouve aussi cette question de la taille de l'entreprise derrière, où forcément, c'est pas forcément les entreprises les plus grandes qui forcément encouragent ou soutiennent réellement ces sujets-là. Voilà, donc d'accord. voilà, évidemment que les choses vont évoluer je pense, dans l'avenir avec probablement des grandes entreprises qui vont structurer davantage puisqu'elles ont les moyens bien sûr et les structures pour pouvoir encadrer, encourager et financer. Mais on sent qu'il y a quand même un petit décalage aujourd'hui, par rapport à cette notion-là. OK. OK, OK. Non, mais intéressant. Alors, sur la partie de l'encadrement, justement, là, je voudrais Ouais, voilà, apporter, j'allais te poser ouais. la question, est-ce que toi tu vois aussi des éléments liés à cette question justement de l'encadrement, finalement l'attitude, la posture de l'entreprise par rapport à l'appropriation et à l'usage de ces solutions? Oui, tout à fait. Et en fait, alors là, petit gif, c'était important pour vous apporter ce un petit peu le sourire, mais en réalité, c'est pas du tout drôle, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, presque 40 des salariés, en fait, partagent des infos sensibles à l'IA. Petit exemple, hein, c'est, bon, vous voulez, par exemple, des prospects, vous demandez à ChatGPT, vous lui envoyez un petit CSV. C'est pas bien, quand se le disent, c'est pas bien et en tout cas dans un contexte, qu'on appelle maintenant et pas forcément l'IA est arrivée, des nouveaux mots sont arrivés. Avant, on avait le shadow IT, donc cette pratique qui consistait à utiliser, de l'IT, des outils, techniques et cetera, sans l'accord de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la même chose avec l'IA. Beaucoup de gens utilisent l'IA, même si l'entreprise, soit ne le sait pas, soit l'interdit et l'utilise quand même. Ça amène plein de risques. Ça amène vraiment beaucoup de risques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, des trafics de données, qui se fait en masse, vers, les, moteurs, type, ChatGPT et cetera. On a de la vulnérabilité qui est augmentée, parce qu'on peut partager des informations sensibles, et en plus, ça peut amener à des sanctions, hein, dans le pire des cas, problème de réputation et cetera. Aujourd'hui, la solution, elle est là, c'est, plutôt encadrer que sanctionner, parce que de toute manière, on voit qu'aujourd'hui, les employés, en tout cas, qui n'utilisent pas l'IA, mais qui ont envie de l'utiliser, ils vont avoir une certaine frustration si jamais on leur interdit. Donc c'est important de les amener de la bonne manière, c'est-à-dire de leur dire: «Bon, bah, voilà, vous pouvez utiliser, mais dans certains contextes et cetera et pas d'autres» et de les sensibiliser, à l'envoi de données, massives, vers, les moteurs, d'IA et encourager par exemple, la curiosité, hein, des experts, clarifier les règles. Comme le disait Bertrand, hein, sur l'aspect des règles, c'est extrêmement important que ce soit bien clair. Et pourquoi? Et pour la bonne manière, hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, non à l'IA pour non à l'IA, parce que sinon de toute manière vos employés se retrouveront dans une frustration de ne pas, faire partie de ce mouvement, de ce bouleversement technologique, j'ai presque envie de dire. Donc voilà. Alors c'était une petite aparté sur le shadow IA et sur la préparation future, c'est peut-être, ce qui vous intéresse aussi. Alors malheureusement, je tiens à le dire tout de suite, je n'ai pas de boule de cristal, mais on a de la donnée et on parlera pas, des 5 ans à venir, mais on parlera de 2026 et comme vous pouvez voir 2026, le budget sera IA ou ne sera pas. C'est même pas une question de si, c'est même pas une question de comment, mais ce sera plutôt une question de comment, j'ai envie de dire. Libre à vous, forcément de monter dessus, forcément en fonction de votre secteur, en fonction de l'impact que ça pourra avoir dans votre entreprise, mais comme vous pouvez voir les différents chiffres, en fait, les entreprises de manière générale apportent un budget à l'IA, aussi bien pour les équipes commerciales que, pour le reste des équipes, mais, surtout sur ce secteur. Et qui dit budget IA dit forcément RH, qui pourra dire aussi outils. Et en commençant du coup par l'aspect RH, l'aspect recrutement. Et là, attention, petit mouton, vous le voyez, un petit mouton à 5 pattes juste là. Et justement, c'est pour vous prévenir de quoi? Pour vous prévenir de ne pas tomber dans le piège. Attention à cette erreur coûteuse du mouton à 5 pattes. Plutôt chercher maintenant des moutons à 4 pattes pour leur en faire pousser une cinquième, si je ne veux pas dire de mauvais jeu de mots. Mais en fait, faut toujours regarder déjà les sticks que vous avez chez vous
Et en fait, comme disait Bertrand, sur la partie, d'identification des pionniers qu'il y a chez vous, capitaliser dessus, capitaliser sur ces pionniers, capitaliser aussi, bah, vous verrez dans le reste de l'étude, mais on a 3 d'experts souvent, dans une entreprise. Capitaliser sur ces experts qui sont déjà chez vous, plutôt que d'aller chercher des moutons à 5 pattes, justement sur les futurs recrues et cetera, je vous expliquerai. Mais, sur aussi l'aspect terraformation. Aujourd'hui, faites en sorte qu'il y ait un terreau fertile dans l'entreprise qui permette le partage de l'information, qui partage de la veille, qui fait que les employés se sentent aussi accompagnés sur ces sujets-là. Peut-être aussi sur l'organisation, par exemple, des équipes, organisation agile qui peut potentiellement peut être intéressante, etc. Et aussi dans la formation des talents. Extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez des personnes dans l'entreprise, bah, allez former les talents, mais aussi allez former finalement tout le reste de l'entreprise pour qu'il y ait un socle global qui soit là, la même compréhension de la part de tout le monde et comme ça, personne n'aura l'impression de ne pas avoir pris le train et vous verrez que, les personnes dans votre entreprise vous en remercieront et forcément, on parle de nouvelles recrues et je vois bien les entreprises qui aujourd'hui cherchent, le commercial parfait, qui est à la fois un expert IA et en même temps un commercial, de renom, qui réussit tous ses objectifs et cetera. Je pense que c'est une erreur qui est ultra coûteuse. Prioriser plutôt des experts métiers. Aujourd'hui, on sait bien qu'un bon commercial, c'est d'abord un bon commercial et si vous allez chercher par exemple un expert IA, peut-être qu'il ne sera pas extrêmement bon commercial. D'abord, focussez-vous de toute manière sur des experts métiers parce que de toute manière, ces gens-là pourront être formés et l'IA est de plus en plus accessible. Donc ça sert à rien aujourd'hui d'aller chercher quelqu'un qui est à la pointe de la technologie sur ce domaine. De toute manière, vous pourrez le former plus tard. Misez plutôt sur des soft skills, sur de la curiosité, sur skills culturels pour que ça matche bien avec les équipes qui sont déjà existantes. Et, et voilà, donc ça c'est plus sur la partie humaine, mais qui dit humain dit mais il faut bien des chaussures au cordonnier, il faut bien de la pâte à pain au boulanger. Et donc, quelle décision de prendre en termes d'outils? Eh bien, le parc d'outils, c'est un incontournable forcément et qui dit: «Ah ben», dit: «On est à fond là-dedans». Hem, Aujourd'hui, sur les solutions existantes, de toute manière, il y a une checklist. Partez du principe que alors là, on vous enverra du coup une checklist qui sera beaucoup plus importante par la suite. Mais si je peux vous donner un exemple, c'est aujourd'hui, regardez les solutions existantes. Aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les IA embarquées? Est-ce que vous utilisez Copilot alors que vous avez la solution Microsoft? Est-ce que vous utilisez Breeze quand vous êtes dans le spot? C'est des questions qu'il faut que vous puissiez vous poser. Et sur l'achat de nos futures solutions, ah, bien sûr, on retourne sur la case de faites un audit de ce que vous avez chez vous. Et surtout, est-ce que les futures solutions, est-ce qu'elles sont RGPD compliant? Est-ce que c'est des solutions qui sont pérennes? Regardez plutôt, n'allez pas regarder le gadget IA, regardez plutôt la solution en tant que telle. Est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Est-ce que c'est pas juste une surcouche de l'IA? Bon, bref, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. Et de manière générale, si je peux résumer un petit peu cet aspect-là, les choses à faire en tout cas sur l'IA, c'est instiller une culture de l'innovation et alors, quand je dis culture et innovation, je parle au-delà du sens tech, je parle au sens de l'état d'esprit, pour aussi être adapté au changement, j'ai envie de dire. Donc auditer, ça, ce sera la première étape, ce sera le truc le plus important, que vous ayez une bonne base, que vous ayez quelque chose qui soit vraiment, à plat, que vous sachiez exactement, qui fait quoi. Et aussi, dans l'exemplarité, bah, en fait, il faut que le management soit impliqué. C'est important que, dans l'entreprise, tout le monde ait l'impression que, bah, on est tous au même niveau d'information, implication et cetera. Hem Et alors donc dans cette culture de veille que j'ai ajoutée, mais en fait, la veille est extrêmement importante aussi bien sur votre outil à vous. Imaginons vous vendez une solution, bah, votre solution vis-à-vis des concurrents ou vis-à-vis des solutions IA qui peuvent sortir parce que justement la veille, elle doit s'intensifier vu que les outils sortent de plus en plus. Mais de manière générale, le partage de l'information chez vous, comme je vous ai dit dans cette terraformation, hein. Et sinon 2 points extrêmement importants, hein, l'encadrement et l'encouragement. Encadrement, bah, en fait, justement, c'est cette fameuse clarté des règles, hein, qui est extrêmement importante et l'encouragement, bah, justement, mettre en avant les réussites, mettre en place des groupes transverses et en fait, devenir, en fait, un pilier de la culture de l'innovation. Voilà, tip top, tip top et qui dit, du coup, tout ça, dit Bertrand, maintenant que vous avez fait un tour de des petites recommandations, on va dire, de manière, un petit peu, voilà, générale, mais est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Peut-être quelques Ouais, conseils pour les ouais, non, participants à faire un choix éclairé? ce que tu dis effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment, il y a 2 choses à retenir. C'est effectivement comme tu le dis, il y a vraiment une question culturelle en fait, hein, d'appropriation de ces sujets-là, dans une espèce de bain commun, qu'on doit créer à l'échelle de l'équipe. Ça c'est, pour moi, c'est essentiel, hein. On parle vraiment de culture, hein, de culture IA. Je pense qu'elle est essentielle. Elle doit être nourrie, alimentée par de la veille, par du partage,
par un ensemble effectivement de faisceaux, d'initiatives collaboratives, si possible évidemment, hein. De cette manière-là, on va infuser, au plus grand nombre, cette culture. Et le deuxième sujet que tu évoques, il est plutôt effectivement de l'ordre de l'équipement. Hem et je pense effectivement par rapport à ce que tu décris, des solutions existantes, surtout dans l'univers du commerce et du marketing, il y a une offre absolument incroyable. Je pense qu'aujourd'hui les éditeurs Ouais, sont tous, d'accord pour considérer que leurs solutions existantes, qui, répondaient déjà à un certain nombre de problématiques, métiers, se doivent évidemment d'embrasser au mieux cette évolution-là, sans en faire, on va dire, une fin en soi. C'est-à-dire que tu parlais d'IA washing, mais c'est vrai qu'on a tous un peu tendance, et nous éditeurs, à aller chercher un peu, on va dire, la dernière, hype, techno pour l'intégrer dans le produit. On se doit, nous éditeurs, d'être, on va dire, plutôt dans une logique d'usage et de bénéfice d'usage, évidemment. Donc voilà, ça passe évidemment par une bonne compréhension des besoins, réels, opérationnels, hein, d'une bonne compréhension aussi de la manière dont l'IA va pouvoir réellement adresser ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment, pour nous, en tout cas éditeurs, un point de vigilance. Et derrière tout ça, par rapport aux checklists que tu évoquais, moi, je rajouterais aussi peut-être 3 points sur la ouais, meilleure façon finalement de choisir, la solution ou les solutions qui doivent être, mises au service de vos équipes. C'est la problématique de la data. Alors je plaide peut-être un peu ouais, pour ma paroisse, mais c'est vrai que, on ne peut pas considérer de solution IA sans avoir effectivement une un sous-jacent data robuste, propre, qualitatif. Alors vous avez vos propres données, hein, celles qu'on appelle les first party data. Alors sont-elles de qualité? Ça mériterait très certainement, on va dire, déjà une analyse un petit peu, on va dire, objective de la qualité de ces données. On sait que la plupart du temps, je pense ne serait-ce qu'à des données opérées dans les CRM, on en a au moins un bon 30-40 qui sont obsolètes. Et puis je ouais, rajouterais aussi cette question des données tierces, c'est-à-dire les données que vous pouvez aussi ajouter, associer à vos propres données. On appelle les third party data, les données produites par des producteurs de données. Dans l'univers du B2B, il y en a énormément, hein, des données effectivement business, de contact, de ce qu'on appelle firmographie, c'est-à-dire décrire les entreprises dans le détail de leur activité, compétences, actualité. Bah, je dirais que pour moi, le grand tournant de l'IA, c'est aussi, probablement cette capacité à réconcilier les données internes des données tierces et de leur donner leur pleine puissance. Voilà, et ça, c'est vraiment un enjeu sur lequel nous, en tout cas chez Intessia, on bosse, activement. C'est donner la valeur, c'est créer de la valeur additionnelle, de la valeur ajoutée entre la donnée interne et la donnée externe dans des modèles qui peuvent ouais. être effectivement, des modèles de score, des modèles prédictifs, des modèles génératifs aussi bien sûr. Il y a plein de façons après, hein, je dirais d'engager et d'activer ces données-là dans des workflows, métiers. Donc ça vraiment, je pense que cette problématique de la donnée, elle doit être vraiment au cœur de vos réflexions. Le deuxième sujet qui lui est lié évidemment, c'est la question de la sécurité des données. Pour moi, l'avantage premier de travailler dans un environnement d'éditeur, de solutions éditeurs, c'est justement probablement de se garantir d'un minimum, des évasions que tu évoquais tout à l'heure, de pratiques un peu, on va dire, border, de mettre par exemple sur un chat GPT l'intégralité de son fichier client par exemple, ce qui est une très mauvaise idée. Voilà, vous Déjà avez vu. un minima la la garantie que travaillant dans un environnement éditeur, voilà, vous allez éviter, un maximum, je dirais, ce genre de dérive. Je ne rentrerai pas dans les problématiques de souveraineté, hein, autour de l'hébergement et du stockage de la donnée, c'est pas notre propos, mais à minima, je pense qu'il y a déjà, dans le fait de travailler dans des environnements éditeurs, peut-être quand même quelques garde-fous par rapport à ce sujet-là. Mmh. Et puis enfin, tu le disais aussi, hein, 3e thème pour moi essentiel dans le choix que vous allez faire de ces solutions, c'est les roadmaps produits justement. Vous avez, je pense, aujourd'hui la possibilité, en tout cas les éditeurs sont de plus en plus, amenés à donner de la visibilité sur ce qu'ils, sont en train de procéder en termes Ouais, c'est vrai. d'évolution de leurs produits. Voilà, certains sont plus ou moins, communicants, sur le sujet, mais vous allez vite sentir aussi, je pense, quels sont les éditeurs qui sont en train d'effectuer leur propre, révolution ou évolution. C'est peut-être d'ailleurs plus une évolution qu'une révolution, autour justement de l'implémentation de fonctionnalités, IA driven, ou boostées à l'IA, sur des fonctionnalités qui peuvent avoir vraiment du sens, et de l'impact par rapport à vos business.
Voilà, donc regardez aussi, hein, tu parlais de veille, techno et cetera. Regardez aussi évidemment, comment pardon, les éditeurs, de la place, s'emparent de ces sujets-là. Évidemment, les solutions, dont vous êtes déjà équipés, évidemment, vous commencez par ça. Et puis si effectivement vous vous rendez compte, bah, que l'éditeur avec lequel vous travaillez, ben, a pas forcément pris encore ce parti-là, posez-vous la question effectivement de poursuivre avec lui. Peut-être Ouais, qu'à date, on va dire la solution fait le job et qu'elle ne nécessite pas forcément, on va dire un déploiement absolument massif de l'IA, parce que encore une fois, le produit fait le job. Pour autant, voilà, je pense qu'il y a vraiment une actualité produit là qui est hyper intéressante et qui peut vous permettre peut-être d'arbitrer aussi, sur des choix futurs. Et pour terminer, dans ce que tu disais aussi, je pense qu'il y a vraiment une logique de rationalisation dans tout ça. Regardez aussi un peu la manière dont aujourd'hui vos équipes sont équipées. Probablement qu'il y a des licences qui traînent, qui sont pas forcément, mmh, très utiles. Je devrais pas dire ça parce qu'en tant qu'éditeur, bah, c'est du revenu en moins. Mais je pense que, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à converger au mieux vers, voilà, la solution la plus adaptée au profil même de l'utilisateur final. Je dirais dans un usage le plus optimum. Voilà, et ça, c'est vraiment essentiel pour peut-être aussi pour dégager des marges de manœuvre budgétaires. Voilà. oui. Aller chercher peut-être des fonctionnalités IA qui sont payantes, probablement. Voilà, resserrer un peu, voilà, vos cas d'usage pour, on va dire, déterminer au mieux, finalement vos besoins et encore une fois, la façon dont les éditeurs vont pouvoir y répondre. Très bien. Ah oui, non, mais tout à fait. Merci, C'est le cri merci du pour le cœur. point. C'est le BF. Je pense qu'en plus sur cette question-là, on est tous, sur le cri du cœur, en tout cas, nous 2 c'est sûr. Alors maintenant on va pouvoir, commencer à répondre aux questions. Je vois qu'il y en a, quelques-unes et alors hop, je vois, une, on va la mettre en avant et d'ailleurs c'est bien parce que ça me permettra d'enchaîner sur quelque chose. J'aimerais vous faire un cadeau. On va voir, si ça en intéresse certains ici. Cadeau, c'est pas encore Noël. Mais oui, un cadeau, mais attends, Mais oui. c'est Noël tous les jours, chez Nintesca. Mais en fait, donc merci pour votre intervention. Bah, merci, merci Jonas. Quelle est la solution IA dont vous ne pouvez plus vous passer aujourd'hui? Alors déjà pour ma part, franchement, c'est ChatGPT, j'ai envie de dire, mais pas que la version, on va dire, classique. J'avoue que je l'ai même acheté, j'ai fait du Shadow IA pendant un temps, c'est-à-dire que je me le suis prise, tout seul parce que justement l'entreprise ne la prenait pas, hein, pas à Nintesca, attention. Chez Nintesca, on m'a équipé, mais en tout cas, mais j'utilise beaucoup alors les assistants dans ChatGPT, extrêmement important. Ça va vraiment vraiment tout changer, ça va augmenter vraiment votre temps, passé sur ChatGPT parce que moins vous passez de temps, plus vous êtes, sur autre chose. Et aussi j'utilise beaucoup, la version, API, donc du coup, on peut utiliser des crédits pour faire des automatisations et cetera, du coup, avec ChatGPT. Toi, Bertrand, est-ce que tu as une petite solution comme ça, Moi, que ce tu serait utilises? forcément une solution du groupe Intessia, n'est-ce pas? Ah ouais, mais Je vais faire un petit placement produit là, mais c'est vrai que, mmh, aujourd'hui, c'est vrai que les solutions proposées par Intessia, je pense à Corporama et Société Info, ont déjà effectivement intégré ces fonctionnalités, ouais, avancées, boostées par l'IA, ne serait-ce que déjà sur des ciblages sémantiques. Vous voyez, la simple possibilité de ouais, pouvoir exprimer en langage courant, en langage naturel, la cible qu'on cherche à atteindre, par exemple, et de la transformer. Donc l'IA va mmh, transformer cette expression en requête pour aller ensuite, identifier, là où les entreprises pertinentes, à partir de tout cette à fait, ouais, expression mmh, libre. Voilà, ça je trouve ça ouais, assez génial. Ça donne une fluidité, on va dire une forme de rapidité aussi dans la recherche. Donc ça, ouais, c'est pour moi, c'est vraiment des choses relativement simples finalement, mais qui rendent de grands services, pour des ouais. opérationnels que vous êtes, que nous sommes, hein. Oui, et d'ailleurs, bah, justement en parlant du cadeau que je voulais vous fournir, mais c'est en fait, moi dans mon rôle en marketing, j'ai fait beaucoup de benchmarks, j'ai fait beaucoup de recherches de différentes, solutions, alors aussi bien des trucs IA que des trucs qui sont pas IA et j'ai une liste comme ça de 300 et quelques outils que j'ai testés, sur lesquels en fait je les ai réunis du coup dans un Google, Sheet, et bah, éventuellement je le partagerai du coup dans les liens qui suivront du coup le webinaire et vous verrez dedans, il y a une liste, donc une deuxième page que vous allez pouvoir ouvrir sur la partie, Google Sheets qui s'appelle Follow to Grow et en fait, là, j'ai réuni, je crois peut-être une trentaine aujourd'hui, d'experts de différents domaines, hein, IA ou pas IA,
qui partagent des tips, qui partagent des outils. Et en fait, moi, je trouve ça toujours intéressant dans votre veille de ne pas vous focuser sur, par exemple, vous êtes commercial, vous ne pas vous focuser sur, par exemple, des influenceurs, j'ai envie de dire, qui sont commerciaux. Ben, si vous regardez par exemple le domaine d'à côté, le domaine qui est, on va dire, un petit peu plus en avance sur ce domaine-là, typiquement, bah, vous êtes sur la partie commerciale et vous vous intéressez à ce qui se passe côté marketing, bah, en fait, vous allez sans doute être en avance vis-à-vis des autres commerciaux. Et du côté marketeur, bah, si vous regardez par exemple ce qui se passe du côté développement web, application, no-code, etc., bah, en fait, vous allez être un petit peu en avance par rapport aux gens qui seront dans, pas forcément dans tous les cas, mais en fait, j'en ai mis quelques-uns là-dedans, vous verrez, hein, il y a différents domaines, etc. On a du coach Sully, on a je sais plus qui, bref, on en a quelques-uns. Et alors en plus là je vois une autre question. Une autre question. Merci à propos du Shadow IA, des conseils pour engager la discussion à propos du Shadow IA. Bah, en fait, extrêmement important et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de DPO qui ont été en sueur sur ce domaine-là. Parce que bah, forcément, la plupart des personnes dans l'entreprise ont commencé à utiliser des solutions de leur côté, aussi bien du Perplexity que du Claude, que du ChatGPT, etc. Je pense que c'est important de ne pas rendre le truc trop complexe, c'est-à-dire dans l'entreprise, c'est-à-dire si jamais vous dites, bon, bah voilà, le DPO, il va dire, ouais, toutes les solutions IA externes interdites, etc. Mais par contre, il va falloir remplir le formulaire de 15 pages pour pouvoir expliquer votre besoin concernant l'IA en interne, etc. En fait, si vous complexifiez trop la tâche, en fait, c'est finalement comme de la lead generation. Vous allez créer du churn, vous allez créer en fait de la friction. Et donc, en fait, il y a certaines personnes d'entreprise qui vont se dire, bon, trop compliqué son truc, je vais me prendre un petit compte à côté, ça va me coûter un certain prix, etc. Mais plutôt que de devoir remplir son formulaire interminable et de justifier mon utilisation de l'IA, bah, en fait, je vais me prendre un truc à côté et finalement, ce qui se passe, c'est que bah, aussi bien sur les équipes commerciales, on a des commerciaux qui envoient tous leurs clients qui me disent, bah voilà, moi j'en ai certains qui me disaient, quand je faisais de la formation, ils me disaient quoi? Ils me disaient, bah, j'ai envoyé mes clients et après j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux m'en trouver des comme ça? Et il dit, oui, mais moi j'ai pas dit mon nom, j'ai pas dit mon prénom, j'ai pas dit le nom de mon entreprise. Et en fait, à côté de ça, il utilise aussi ChatGPT pour faire par exemple de la correction d'email. Et en fait, l'IA, c'est très bien. Aujourd'hui, je vous invite à faire un exercice qui est assez cool et qui est assez rigolo, c'est demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il sait de vous. Et vous allez voir en fait à quel point c'est fou. Il peut vous faire un test de personnalité en direct. C'est assez fou parce que il est pas bête, il a vu ce mail que vous lui avez envoyé il y a 1 an et demi, et de l'autre côté, il voit cette base de données client, il voit la manière dont vous avez parlé et en fait, enfin, c'est assez drôle pour l'anecdote comme ça, mais j'utilise mon compte ChatGPT avec ma conjointe et en fait, je sais très bien qui est qui. C'est-à-dire que moi, quand je vais commencer à lui parler, je peux lui poser la question: «Bah, qui est en train de te parler en ce moment?» Il va me répondre, dans quasiment 99 des cas, il va dire: «Bon, bah, toi, c'est Antoine». Voilà. Et donc le Shadow IA, en fait, on n'est pas couvert, même avec des informations basiques. Hein, l'IA, c'est très bien ce qu'on est. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser par exemple des comptes entreprises. Avec ChatGPT, vous pouvez utiliser des comptes entreprises qui sont partagés. Ça, Ouais. ça a été ouais, enfin, pour faire un petit témoignage, hein, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a décidé effectivement de mettre à disposition des équipes des comptes entreprises justement, dans lesquels on pouvait, on va dire entraîner, engager des travaux collaboratifs, échanger, partager des succès, des expérimentations et cetera. Ça a tout de suite pris, enfin je pense à Antoine, tu peux confirmer, un tout autre, je dirais une toute autre orientation parce qu'on sortait un peu justement de ce côté, je dirais pas honteux, mais en tout cas très solitaire de l'usage pour soi-même de ChatGPT en particulier, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif et dans lequel finalement on a pu commencer à voir émerger justement des bonnes pratiques, des bonnes idées, Mmh. et donc une dynamique d'équipe qui est, je trouve, aussi une façon, non coercitive, on va dire comme ça, de, traiter cette question du shadow IA. Pour moi, le shadow IA, c'est justement le truc qu'on fait un peu dans son coin, de façon plus ou moins, de plus ou moins cachée. Le fait de pouvoir effectivement travailler dans un environnement, plus collaboratif, je pense, ça ne règle pas tous les sujets évidemment, mais encourage fortement à la fois l'adhésion et probablement aussi limite, je pense, à la marge un certain nombre de risques. Ouais, 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 tout à fait. Et alors tiens, je vois une autre question de Philippe. En quoi l'IA peut être utile dans la prospection téléphonique et est-ce qu'elle a un rôle dans l'utilisation de Corporama? Eh ben, complètement, oui. Alors
pour répondre déjà à la première question sur la partie prospection téléphonique, il y a vraiment beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont sorties sur le marché. Il y en a certaines justement que j'appelle moi plutôt des solutions gadgets qui viennent s'ajouter à un environnement existant. Pour en citer quelques-unes, on en a certaines d'ailleurs qui vont automatiser la prospection téléphonique, comme par exemple Starlead, qui carrément en fait va utiliser l'IA en génération de voix. En fait, ça va faire du deepfake sur par exemple votre voix, ça va appeler des personnes et ça va faire de la qualification. C'est-à-dire, ça va appeler la personne, ça va dire bonjour, est-ce que vous êtes bien nanana, oui, je le souhaite, etc. Et aujourd'hui, c'est des solutions qui sont utilisées par d'autres groupes, notamment Nomination, qui utilisent ce genre de solutions pour faire de la qualification de données. Ils vont appeler en fait les entreprises, les standards, etc. pour dire bon, est-ce que telle personne est toujours en poste, etc. Après, c'est déjà une solution qui est déjà presque, j'ai envie de dire, dépassée, parce qu'aujourd'hui, on se fait tous appeler par ces fameux numéros où il y a de l'utilisation de l'IA, etc., qui font de la prospection téléphonique. Et on a tous tendance à raccrocher dès qu'on commence à comprendre que c'est une IA qui est en train de nous parler, etc. Et sachez que cette IA là, avance de plus en plus vite et est de plus en plus pertinente, de moins en moins détectable comme ça. Et moi, je dirais plutôt l'intérêt de l'utilisation, c'est pas dans ce remplacement, parce que aujourd'hui, en tout cas de mon côté, et puis on est à peu près on est aligné là-dessus, côté Intesia, c'est en fait, aujourd'hui, Corporama, Intesia, et cetera, nous, en fait, on va permettre, en vous proposant de la donnée, d'augmenter l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, mettre à disposition de la donnée qui est qualifiée, qui est ultra ciblée, en fait, déjà, ça, c'est la première étape pour rendre, en fait, l'humain ultra compétitif face à la machine, parce qu'en fait, on a de la donnée qui est vraiment, au top et du coup, en fait, on fait pas perdre de temps à l'humain. On va lui proposer de la donnée qui va être qualifiée, et cetera. Et par exemple, dans Corporama, on a mis plusieurs choses en place avec de l'IA. On a mis, par exemple, vu qu'on attaque des outils qui forcément permettent d'envoyer des emails donc sur les bases de données. Donc là, en fait, on va avoir des générateurs du coup automatiques en fonction de ce que vous lui proposez, quel est votre service, etc., qui vont vous aider à la rédaction d'emails. Et c'est des choses toutes bêtes, mais en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos utilisateurs passaient tout leur temps à aller sur ChatGPT et faisaient des va-et-vient comme ça en revenant ensuite sur sur le compte de la personne entre Corporama et machin. Donc en fait, on s'est vraiment dit, le plus important d'abord, c'est de faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas à faire des va-et-vient d'un outil à l'autre. Donc ça, c'était une chose qu'on avait mis en place. Mais il y a plein d'autres choses qui sont prévues sur le roadmap en ce moment.